vous l'ai expliqué. Ensuite, ce sont des constructions artificielles. Les constructions artificielles, ça veut dire qu'il y a certains individus qui imaginent ce que devait être un monde parfait, mais un monde parfait pour eux. Et ce système est basé sur le fait qu'ils croient en l'incapacité, ou qu'ils font croire à l'incapacité des êtres humains à choisir librement leur vie. Alors, ce sont des concepts purement abstraits qui agissent essentiellement sur l'émotionnel et qui font fi de la réalité de nature humaine. En fait, des systèmes comme ça ne dépendent pas de la personne, ils ne tiennent pas compte de l'action humaine, mais par contre, ils dépendent des lois. Donc, ce sont des systèmes purement artificiels. Pour pouvoir bâtir ces pyramides de Ponzi, il faut un alibi, et cet alibi, c'est l'aide aux plus démunis. L'aide aux plus démunis, c'est l'alibi de la spoliation légale. Le problème qu'il y a, c'est que l'État pille allègrement et légalement tout le monde, et ce faisant, il appauvrit tout le monde, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de démunis, et donc de plus en plus d'argent nécessaire pour l'État pour pouvoir les subventionner. Et ainsi, il y a un cercle vicieux qui se crée, parce que dans toute économie socialiste, comme l'économie française actuellement, nous avons un système qui appauvrit le pays et où il y a de plus en plus de pauvres. Même les plus démunis qui sont censés être aidés par ce système-là sont eux aussi pillés. Et de toute façon, vous avez plus de 360 impôts et taxes qui les concernent, mais vous avez toutes les réglementations de la vie privée, tous les règlements qui vous contraignent, qui les concernent aussi. Et l'autre élément qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas une liberté économique et où il n'y a pas une prospérité économique, les personnes les plus démunies ne peuvent pas trouver leur place sur le marché du travail, parce que dans un marché libre, n'importe qui trouve sa place. Les personnes-là ne trouvent pas leur place, elles restent dans la misère ou dans le dénuement. Et le second pillage, donc, c'est évidemment les ressources des personnes, les ressources de la nation. Alors, j'ai mis abus de faiblesse et position dominante parce que les gens, la grande angoisse des personnes, c'est qu'elles ont peur de ne pas être soignées. Ou elles ont peur de ne pas avoir de ressources pour leurs vieux jours. Il existe une sorte, on va dire, d'angoisse de l'abandon. Et bien évidemment, l'État dont ils dépendent désormais s'engouffre dans cette angoisse, puisque l'État leur dit « Moi seul, je peux vous permettre d'avoir accès aux soins, moi seul, je peux vous permettre d'avoir une retraite décente. » Donc l'État profite de cette vulnérabilité des personnes sur leurs vieux jours ou sur leur maladie, pour s'emparer de la protection sociale. Et cela dit, l'État n'a pas grand mal à leur faire croire, puisque de toute façon, il a détruit ce qui existait avant. La protection sociale qui existait avant, les assurances privées, etc., la protection des solidarités familiales ou les sociétés de secours mutuels n'existent plus. Et c'est l'État qui a le monopole de la protection sociale, donc il n'a aucun problème pour convaincre les gens de que ce qu'il dit est vrai. Alors, ce faisant, l'État infantilise les gens. À partir du moment où les personnes ne sont plus considérées comme capables de gérer leur vie et qu'il faut réglementer leur vie ou qu'il faut leur piquer leur argent, l'État les considère comme des enfants, des grands enfants incapables de gérer leur vie. Ces systèmes-là engendrent des privilèges, puisque vous savez qu'il existe des dizaines de systèmes de retraite, des systèmes de retraite spéciaux qui sont autant de lois privées. Alors on entend dans la radio de temps en temps, quand on parle de privilèges pour les lois, pour les régimes spéciaux, on dit mais ce ne sont pas des nantis. Certes, mais le privilège n'a rien à voir avec le fait d'être nanti ou pas. Le privilège est une disposition particulière, c'est une loi particulière qui s'applique à une certaine catégorie de gens et qui ne concerne pas tout le monde. Ces privilèges, ces avantages acquis ont été acquis avec le pur produit de la lutte des classes. C'est-à-dire que certaines catégories sociales se sont tournées vers l'État et ils ont dit à l'État « protège-moi, donne-moi un peu plus ». Dans le gâteau de la spoliation légale, il y a une plus grosse part qui a été affectée à ces personnes-là. Mais ces avantages acquis ne sont pas acquis au mérite, ils sont acquis par détournement de la spoliation légale. Les politiciens ont donné des lois en faveur de certaines catégories sociales en espérant en retour s'en faire une clientèle. Cela induit des surcoûts. Alors un surcoût, par exemple, nous payons
Enfin, d'abord, on vous prend votre argent sans vous demander votre avis pour la sécurité sociale. Ensuite, vous devez acheter une mutuelle. Puis, éventuellement, vous devez acheter, maintenant, c'est votre entreprise qui la paie, mais vous avez quand même payé 2 fois parce que l'argent du patron, c'est aussi le vôtre. Hein, il n'y a pas de différence véritable. Donc, vous avez la Sécu. Ensuite, vous payez la mutuelle. Et puis après, il y a ce qui vous reste à charge parce que l'État, dans sa grande générosité, a toujours décidé qu'il y avait des éléments qui ne vous rembourseraient pas. Même si vous êtes malade, même si vous êtes payé. La retraite, c'est pareil. Vous cotisez pour votre retraite obligatoire, ensuite vous payez votre retraite complémentaire, puis votre retraite supplémentaire, et puis enfin, vous devez vous-même vous constituer votre épargne, parce que comme vous n'êtes pas fou, vous savez très bien que le système de retraite va tomber en faillite, et qu'il faut quand même vous assurer vos vieux jours par vous-même. Donc, quand vous payez pour 3 administrations, ou pour 2 administrations, ou pour 2 organismes, les dépenses sont doubles. Si vous avez une seule organisme, les dépenses seraient moindres. Enfin, le but, ne croyez pas que le but de ces organismes-là est de vous aider. Le but de ces organismes-là est de survivre. C'est ce qu'on appelle la théorie des choix publics. Le but de la Sécu, c'est de se survivre. Et le but des caisses de retraite, c'est de se survivre. Alors, les administrations doivent se survivre, mais les organismes qui vivent de ces associations, sur ces caisses de retraite, comme les syndicats par exemple, doivent aussi survivre. Donc, pour la survie de tous ces gens-là vont se battre pour que le système perdure. Alors, pourquoi un tel système et quels sont ses objectifs? Pour les retraites, l'objectif officiel, c'est de mettre les gens à l'abri du besoin quand leurs capacités physiques diminuées avec l'âge ne leur permettront plus d'assurer leur subsistance. En ce qui concerne l'assurance maladie, le but officiel, c'est de permettre aux gens de se soigner quand les maladies ou le handicap les atteindront. En fait, ça c'est le but officiel, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, ces systèmes ont été conçus pour contrôler et soumettre les populations. À la Libération, tout était à reconstruire, mais malheureusement, les personnes qui étaient en passe d'acquérir le pouvoir, les gaullistes et les communistes, auraient pu choisir n'importe quel système. Tout était ouvert, tout était détruit, à reconstruire. Mais c'était des partis étatistes, autant les gaullistes que les communistes. Donc, ils ont restauré l'État. Et à partir du moment où ils restauraient l'État, il fallait qu'ils prennent le contrôle des populations, pour que ces populations obéissent à l'État. Et le meilleur moyen de contrôler les populations, c'est de s'emparer de la protection sociale. Si vous regardez ce qu'ont fait les frères musulmans en Égypte, ou le Hamas dans la bande de Gaza, ou même Bismarck en Prusse, quand il a construit la protection sociale en Prusse, le but était de contrôler les populations. C'était pas de leur venir en aide. Donc l'État les a privés de des moyens de choisir librement leur mode de protection sociale, et ce faisant, il leur impose de passer par lui s'ils veulent se soigner ou s'ils veulent avoir une retraite. Donc tous ces gens-là sont dépendants du bon vouloir de l'État. Alors peut-on parler d'esclavage moderne? Un esclave est contraint à travailler pour quelqu'un qui lui confisque le fruit de son travail. Donc vous voyez sur cette diapositive la pyramide des âges des retraités et en face c'est des déficits. Alors c'est un esclavage tournant, c'est-à-dire ceux qui travaillent aujourd'hui sont les esclaves des générations qui les ont précédés. Actuellement, un retraité a 1,2 esclaves. Les retraités d'avant étaient plus gâtés. Après, ce qui va se passer dans le cas de l'esclavage tournant, quand nous arrivons à la retraite, nous allons faire travailler pour nous les générations suivantes. Donc chacun son tour. Après, si vous regardez la petite diapo de droite, le petit graphique de droite, vous verrez que l'esclavage n'est pas très performant économiquement, puisque nous avons, au fur et à mesure, des déficits qui croient. Donc, ça c'est important aussi à voir, parce que pour sauver ce système-là, parce qu'il faut sauver le système, c'est le seul but, sauver le système, les étatistes ont recours à différentes choses, et donc ils nous disent par exemple, il n'y a pas assez d'actifs, il faut avoir recours à l'immigration. Donc on fait rentrer des gens, donc nous allons avoir des gens qui vont rentrer, nous allons à leur tour les mettre à une sorte d'esclavage pour qu'ils puissent financer les retraites déjà existantes, puis après, à leur tour, ils vont bénéficier de retraites françaises et avoir leurs propres esclaves. Voilà. Donc les conséquences sont sur la structure de la population ou sur la culture du pays sont importantes, parce qu'il ne faut pas croire que les systèmes de retraite et les systèmes de santé sont des systèmes qui sont
neutre au point de vue, on va dire, organisation sociale et structure sociale et culturelle. Alors, pour la Sécu comme pour les retraites, tout le monde se retrouve sous la coupe de l'arbitraire étatique. Comme je vous l'ai dit, les Français n'ont plus les moyens de choisir, c'est l'État qui choisit pour eux. En gros, c'est donne-moi ton argent, je te dirai comment le dépenser, ou donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. On se retrouve avec, en France pour les retraites, un système pour lequel les cotisations ne sont pas définies, puisque les cotisations varient tout le temps, et les prestations ne sont pas définies, puisque les pensions de retraite varient tout le temps. Que l'on vous rallonge votre durée de cotisation ou que l'on vous diminue votre pension de retraite, le résultat est le même. On vous a piqué votre argent et votre temps. Pour la sécurité sociale, c'est pareil, les Français n'ont pas le choix non plus. Parce qu'ils n'ont pas le choix simplement parce qu'il n'y a pas de contrat. Si vous avez un contrat avec un privé, vous êtes tenu de respecter ce contrat. Si vous ne respectez pas ce contrat, vous êtes traîné devant un tribunal et les tribunaux, généralement, vous donneront tort si vous ne respectez pas un contrat signé. Malheureusement, dans la spoliation légale en France, il n'y a aucun contrat. C'est-à-dire que l'État a décidé d'assurer votre protection sociale et pour cela, il vous prend votre argent. Ensuite, il ne vous demande pas votre avis pour l'affecter. Et puis, il ne vous demande pas votre avis pour ce qu'il va vous rembourser. Et puis, il ne vous demande pas votre avis sur la pension de retraite qu'il va vous verser. Et puis, il ne vous demande pas votre avis si vous augmentez votre cotisation. Donc, ce qui se passe au final, c'est que tout dépend du caprice du législateur. Pour sauver le système, le législateur a besoin que le pays se soumette à ses desiderata. Donc, il règne une véritable insécurité. Et nous n'avons pas d'assistance aux plus démunis, nous n'avons pas d'assistance aux personnes qui en ont besoin, mais par contre, nous n'avons pas une sécurité sociale, nous avons une insécurité sociale parce que nous avons une insécurité juridique. Et cela n'a rien à voir avec une assurance qui est garantie par un contrat. Alors, quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite? Les partisans de la réussite diront « nous avons un modèle social français qu'il faut exporter, que tout le monde nous envie, que personne ne copie ». Un petit peu comme notre modèle, je ne vois plus Sandrine des yeux, notre modèle... Voilà, notre modèle de logement social c'est quand même extraordinaire que les autres pays, il faudrait quand même l'étranger montrer notre savoir-faire logement social. Voilà. Donc nous aurions un savoir-faire en protection sociale, malheureusement ce n'est pas suivi. Alors, en fait c'est un petit peu différent. Ce qui se passe, c'est que pour les gens, quand vous arrivez à la retraite ou quand vous avez besoin de soins à la fin, vous constatez qu'il y a toute une vie pour rien. Toute une vie pour rien, ça veut dire qu'on vous a prélevé votre argent, cet argent a été immédiatement dépensé, donc il n'existe plus. Donc, à l'instant zéro où vous prenez votre retraite, vous n'avez rien. La seule chose que vous avez, ce sont des droits. Droits à la retraite. Alors, ce sont des droits sociaux, ça n'a rien à voir avec droits naturels. Les droits sociaux sont des constructions artificielles qui dépendent du législateur. On peut créer autant de droits sociaux qu'on veut. Une fois que vous êtes à la retraite, votre seul droit, c'est d'aller piller les générations suivantes, de spolier à votre tour. Si la spoliation légale continue, vous aurez une retraite. Si la spoliation légale s'arrête, vous serez bien embêté. Il faut trouver une solution. Ça s'appelle la transition. Quelle sera la transition entre la fin de la spoliation légale et le système libre? Il y aura une transition. Dans les systèmes de pyramide de Ponzi, les personnes les plus anciennes dans le système sont celles qui ont le moins mauvaises prestations. C'est-à-dire les nouveaux retraités ont des prestations qui sont nettement inférieures aux personnes qui sont actuellement à la retraite depuis peu de temps ou depuis davantage de temps. De même, quelqu'un qui a trimé toute sa vie pour être soigné, on lui a piqué son argent, mais quand il arrive à en avoir besoin, il n'a rien. Parce que ce qu'il a confié à la Sécu, ça a été immédiatement dépensé. Donc il n'a rien. S'il veut être soigné, il faut que la Sécu continue à piquer de l'argent sur les autres personnes. Les modalités de dispense des soins sont définies de manière arbitraire par l'État, on l'a vu. Et si l'État a envie de dérembourser quelque chose, il les remboursera. En vérité, les systèmes de prestations de retraite et de santé ont pour but simplement de gérer la pénurie,
puisque nous avons un système de pénurie. Ces deux systèmes-là, les sécu et la retraite, rationnent la pénurie et disent toi tu auras de la retraite, toi tu ne l'auras pas, toi tu ne travailleras plus, toi tu travailleras moins, toi je te le rembourse, toi je ne te le rembourse pas, etc. Alors tout cela, ça donne quoi? Ça donne bien évidemment des prestations sociales en baisse et des prélèvements en hausse. Donc le simple fait de regarder les conséquences de cette politique qui sont depuis plus de 70 ans les prélèvements en hausse et les prestations en baisse, ça vous dit que ça ne marche pas. Et pourtant, depuis plus de 70 ans, il faut sauver la Sécu. Le premier qui avait dit que les dépenses étaient excessives par rapport aux recettes, c'était Pinet. Et son ministre des Finances, Gazier, c'est lui qui avait fait le premier plan de redressement de la Sécu. Donc ça fait du temps. Ça fait du temps qu'on sauve la Sécu, ça fait du temps que ça ne marche pas. Alors, quelles sont les conséquences? Échec ou réussite? Alors, sur l'économie. Alors, les réglementations financières et les réglementations et les prélèvements financiers qui pèsent sur les entreprises sont nuisibles à notre compétitivité. Ce n'est pas la peine de chercher dans la mondialisation, c'est-à-dire d'accuser autrui du malheur français. Les Français doivent regarder d'abord au niveau des règlements qui nous sont imposés, au niveau des prélèvements qui nous sont imposés, la première cause de leurs difficultés économiques et de leur malheur. Ensuite, comme je vous ai dit, au bout de toute une vie, vous n'avez plus rien. Donc, il n'y a pas d'épargne. L'économie va se financer avec la planche à billets, éventuellement, ou avec une épargne qui n'est pas en France. Et nous avons des dettes, puisque régulièrement, nos systèmes de retraite, nos systèmes de sécurité sociale sont en déficit. Nous avons des dettes. Le système de l'État est en déficit, mais ça a des conséquences, parce que l'État détourne l'argent, le peu d'épargne des Français est détourné vers, par exemple, le remboursement de la dette. Ça a été détourné aussi vers le logement social, pour le remboursement de la dette, ce qui fait que cet argent-là manquera à l'économie. Et puis nous avons aussi les créanciers qui sont étrangers, comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, et ça a aussi une influence sur notre politique intérieure et extérieure. Et dans la société, nous avons des conflits et des divisions parce que nous vivons une situation de lutte des classes où la seule question que l'on se pose, c'est qui volera qui, de combien et pourquoi. Donc, il y a une division entre ceux qui bénéficient ou qui croient bénéficier de la spoliation légale et puis les gens qui la subissent. Par contre, au point de vue contrôle des populations, c'est une réussite parce que le nec plus ultra de la soumission, c'est quand les individus la réclament eux-mêmes. Vous n'avez aucun Français qui va se lever et dire « J'en ai marre qu'on me pique des sous, j'en ai marre que mes prestations baissent, j'en ai marre qu'on me dérembourse, j'en ai marre, rendez-moi mon argent. » Non, ils vont dire « Heureusement que nous avons en France le modèle social, sauvez-le, sauvez-le !» Donc les Français ont intégré cette soumission, et le nec plus ultra de la soumission, c'est quand le soumis lui-même réclame de son maître la soumission. Alors, toute une vie pour rien, je vous ai fait un tableau que j'ai récupéré sur le site de la LEPS. Vous voyez que, par exemple, alors c'est les chiffres de 2002, si ma mémoire est bonne, de 2002. Donc, quelqu'un qui a gagné le SMIC, on lui a piqué 107 280 €. Quelqu'un qui ne gagne pas le SMIC, qui est en plafond, qui gagne deux SMIC, enfin 5 364 € par an de cotisation. Dans l'heure, on a piqué 107 280 € et l'autre a piqué 214 560 €. Chiffre 2006. Mais c'est purement virtuel. Si ces personnes avaient placé la même somme en épargne, ils auraient eu au bon de leur retraite 321 140 € et 53 280 €. Et ça, c'est bien réel. Ils l'avaient sur leur compte en banque ou sur leur compte retraite ou sur leur compte épargne retraite. Donc il y a une différence d'un côté entre une pyramide de Ponzi où c'est virtuel et entre une véritable épargne où c'est du réel. Avec ce que nous avons actuellement, nous avons une situation de pénurie. Nous n'avons pas assez pour financer nos retraites, nous n'avons pas assez pour financer la sécurité sociale, nous n'avons pas assez pour financer le logement et tout ce que vous voudrez. Pourtant, bien que nous ayons une situation de pénurie, c'est-à-dire où nous manquons, bien que cette pénurie soit maintenant, grâce à Marisol, gratuite, vous avez droit à vous faire soigner, il y a plus de soins ou plus de soignants, mais c'est gratuit, c'est quand même bien. Vous avez les aires médicaux, il y en a toujours autant. Les spécialités médicales qui manquent, il y en a toujours autant, mais c'est gratuit. Même ce manque, même cette pénurie, on n'arrive pas à la financer. Pour vous dire qu'on n'a rien, on a même moins que rien, on n'a même pas les sous pour financer moins que rien. Donc il y a quand même un problème quelque part. Donc, comme je disais tout à l'heure, le seul objectif du système, c'est de rationner tout cela. Alors, comment éviter la catastrophe sociale? Alors,
Il y a ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent les écrits de l'ALEPS, de l'IFRAP, de l'IREF. Je n'ai rien inventé. Vous le trouverez partout. La première chose, il faut le salaire complet. Le salaire complet, ça veut dire que l'on donne aux travailleurs la totalité de ce qu'ils gagnent. Parce que la part patronale, la part salariale, c'est du flanc. Tout ça, c'est l'argent de la personne. Et pour une personne qui n'est pas salariée, c'est le chiffre d'affaires diminué des frais nécessaires à l'exercice de sa profession. Point final. Ça, c'est le salaire complet. Une fois que la personne a le salaire complet, elle peut s'assurer, mais ou s'organiser, ou prendre sa retraite, ou organiser sa retraite. Mais une fois que le salaire complet est donné, il ne faut pas reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des prélèvements qui soient minimum. Jean-Philippe Besson en a parlé hier. Bastien est un défenseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la flat tax. Il dit un seul impôt proportionnel perçu au niveau des familles. Faible. Voilà. Donc il ne faut pas un impôt proportionnel faible et le salaire complet. Et puis après, bon, on fait une retraite par capitalisation, c'est-à-dire que les personnes placent leur argent dans une assurance, dans une caisse de retraite ou ceux qui veulent, un fonds de pension pour pouvoir avoir des prestations à leur sortie. Et cet argent-là, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est une épargne et cette épargne va pouvoir alimenter l'économie française. Donc on va avoir un cercle vertueux. L'assurance... Il y aura donc encore la retraite par capitalisation, avec libre choix bien entendu. Et puis pour la santé, il faudra qu'il y ait un étage qu'on appelle le compte épargne santé. Le compte épargne santé, ça existe dans beaucoup de pays, donc Singapour par exemple, ils appellent ça MediSave. Le compte épargne santé, vous avez un compte épargne sur lequel vous mettez... Alors, en Singapour, le prélèvement est obligatoire, c'est entre 7,5% et 9% du salaire. Vous mettez ça sur votre compte épargne santé. Ce compte épargne santé est transmissible. Ça veut dire que si vous décédez, c'est pas de l'argent perdu, c'est votre argent, ben vous le donnez à qui vous voulez. Et ce compte épargne santé vous permet de financer la majorité de vos frais médicaux, on va dire tout venant, jusqu'à des sommes relativement importantes. Quand ce compte épargne santé ne suffit pas, il y a les assurances santé, qui sont bien évidemment en libre choix, qui vont vous permettre de faire face à tout ce qui est situation sanitaire imprévue qui vous rendrait malade. Alors, le compte épargne santé et l'assurance peuvent être gérés, bien entendu, par le même organisme. On n'a pas besoin de cotiser à droite pour le compte épargne santé et à gauche pour l'assurance à libre choix. Bien entendu, comme nous sommes un pays socialiste depuis très très longtemps, on va vous dire « Ah, les plus démunis, ah, les gens qui ne peuvent pas se payer une assurance ». Bon, alors, il faut que vous ayez quand même quelque chose de concret à leur donner, parce que si vous leur dites simplement « Mais ils auront un salaire complet, ils vont pas en France prendre ce qu'ils veulent », on va vous répondre « Ils ne travailleront pas, ils seront au chômage, c'est la catastrophe, c'est la jungle, les patrons vont les piller, etc. etc. » Donc, dans toutes les sociétés, il existe toujours des personnes, on en a parlé hier, il existe toujours des personnes qui auront à un moment ou à un autre besoin qu'on les aide. Alors, en France, on n'est pas organisé comme le charity dans le système pays anglo-saxon, nous sommes organisés avec une solidarité étatique. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra bien que l'État se concentre ou se recentre sur l'aide aux plus démunis, c'est-à-dire aux personnes qui vraiment ne peuvent pas subvenir à leur cotisation de retraite, aux cotisations santé. Alors, pour que ces personnes-là puissent garder le libre choix, parce qu'on peut être pauvre et parfaitement capable de choisir, le plus simple, c'est de leur donner des vouchers, un coupon, un chèque santé avec lequel il va choisir l'assurance qu'il souhaite. Et puis, bien évidemment, alors ça va faire bondir encore plus de personnes. Il faut la liberté des prix et des services. C'est-à-dire, actuellement, dans le système de santé, nous n'avons pas de prix véritables. C'est des faux prix, ce sont des prix administrés. C'est-à-dire que personne ne sait, par exemple, combien coûte une consultation de médecin généraliste. On vous dira que ça coûte 23 €. Mais en fait, on ne sait pas quel service on vous rend pour ces 23 €. On ne sait pas non plus le prix réel d'une prothèse. On ne sait pas rien. C'est des prix administrés. Voilà, ça marche comme ça. Il faut la liberté des prix et des services. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un prix libre, vous avez une information juste. Et quand vous avez une information juste, les choix sont adaptés et les besoins sont adaptés à l'offre s'adapte à la demande. Prenons un exemple. Actuellement, on se dit comment venir à bout des déserts médicaux. Si vous avez un système de liberté, vous avez un médecin qui va s'installer là où il n'y a pas grand monde. Il va fournir des prestations à tel prix, qui sera ce qu'il pense lui pouvoir tenir pour faire son travail correctement et assurer une vie décente. S'il est bon, les gens vont y aller. S'il est très bon,
Ces médecins à côté vont se dire c'est pas mal, il gagne bien sa vie, je vais y aller aussi. Et donc, les consultations, les prestations vont se stabiliser parce que ça ne pourra pas monter au ciel. S'il est mauvais, il y a un autre qui va arriver et puis il va changer, il va partir. Donc, la seule personne qui puisse être capable de dire le médecin est bon, le médecin me convient, il faut aller ici ou il faut aller là, etc., ce sont les patients. C'est vous qui êtes les experts de votre médecin, comme n'importe quel service. Pour votre téléphone portable, s'il ne vous convient pas, vous changez. Voilà. Ça, c'est la liberté. Et ça, vous ne pouvez l'avoir qu'à partir du moment où le prix des services est libre, parce que vous avez une information juste sur les besoins et dépenses. Actuellement, on ne cherche pas à lutter contre les déserts médicaux, on cherche à médicaliser les déserts, ce qui n'a rien à voir. Là, je vous ai mis un petit tableau pour fixer l'esprit sur le salaire complet. Salaire complet pour un SMIC à 1300 en 2006, 1314, je l'ai encore récupéré sur le site de l'ALEPS. 1314 €, total net à payer, 1031, vous voyez la différence. Et quand vous avez, par exemple, sur un salaire complet de 184 825 €, vous retrouvez avec un net à payer à 90 045. Tout le reste, on vous l'a piqué avant. Évidemment, si on vous laissait 184 000 € par an ou si on vous laissait 24 716 € par an, pour vous, les perspectives seraient bien différentes. Hier, Jean a posé la question de savoir si les impôts étaient plus élevés en France ou ailleurs. Donc, une petite barre pour savoir à partir de quand il vous reste 100 € de pouvoir d'achat. Donc si vous regardez le tableau, vous allez voir qu'en France, pour avoir 100 € de pouvoir d'achat, il faut que vous gagniez 235. Tout le reste, on l'a piqué. Si vous allez en Espagne, pour avoir 100 € de pouvoir d'achat, il faut 176. Par exemple. Donc si vous avez... cette pyramide-là est intéressante, enfin ce graphique-là est intéressant parce que ce qui est important pour les gens, c'est ce dont ils disposent. C'est l'argent que vous pouvez dépenser. C'est ce qui est à votre disposition. Donc vous voyez que la France est mal placée pour la liberté de choisir leur mode de consommation. Ça, c'est le système de français en France. Enfin, le système de santé français. Alors vous voyez que c'est une usine à gaz qui est extrêmement compliquée. Alors, souvent en France, on confond la santé, la médecine, la santé, les soins, etc. Et il y a ce qui permet le soin, en fait, c'est l'avancée technologique. Quand vous avez des moyens pour soigner les gens, vous pouvez les soigner. Autrefois, les rois et les enfants des rois n'avaient aucun moyen de se soigner. Par contre, ils avaient tout le pognon qu'ils voulaient. Mais les enfants des rois, comme les rois eux-mêmes, mouraient comme leurs paysans dès qu'ils avaient un problème de santé. Par contre, maintenant, nous avons des moyens pour soigner les gens. C'est donc les moyens qui comptent, pas la sécu. Nous avons une révolution, innovation qui arrive actuellement, qui s'appelle le transhumanisme. En transhumanisme, enfin, très simple, c'est l'homme amélioré. C'est-à-dire que, avant que vous ayez des maladies, l'objectif du transhumanisme, avant que vous ayez une maladie, c'est de vous traiter pour que vous ne l'ayez pas. Si vous avez une maladie, on vous remplace votre organe ou on vous traite, on fait quelque chose pour que ça marche mieux. Bon. On dit toujours, le but du transhumanisme, c'est de considérer que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement sont subis et ne sont pas utiles. Bon, ce n'est pas stupide comme assertion. Donc, toutes ces techniques-là qui vont arriver ont profondément révolutionné la santé des individus. Et ce qui est important à regarder, c'est que ce ne sont pas les laboratoires pharmaceutiques qui se sont lancés là-dedans, ce sont des sociétés dont on a déjà parlé hier, qui sont Google et Facebook, qui sont des sociétés numériques informatiques. On parle de beaucoup de choses. On parle de mix en machine, tout ce que vous voulez. Bon. Ce qui est important, à mon avis, là-dedans, c'est que les turiféraires de la Sécu disent il faut une Sécu parce que les traitements sont de plus en plus chers, parce que la population vieillit, ça coûtera de plus en plus cher, etc. Il n'y a que l'État qui. C'est faux. Les traitements sont chers quand ils arrivent sur le marché au départ et ensuite le prix du traitement baisse. C'est toujours passé comme ça. Ensuite, quand vous avez des technologies, des innovations, des moyens qui vous permettront d'éviter que les gens soient malades, ce qui compte, ce n'est pas que la personne soit vieille, ce qui compte, c'est que la personne n'ait pas besoin de soins ou ait besoin de soins. Un jeune malade coûtera plus cher qu'un vieux en bonne santé. Donc,
Si vous avez des technologies innovantes qui vous permettent d'éviter la maladie, pour faire simple, le coût sera nettement moindre, puisque vous n'aurez pas les soins, vous n'aurez pas l'hospitalisation, etc. Donc, ce qui veut dire que c'est une révolution d'innovation qui est en train d'arriver. Peut-être que demain, si vous avez un problème cardiaque, on prendra vos cellules souches qui auront peut-être été conservées préalablement. Dans une imprimante 3D, on vous imprimera un cœur tout neuf, on le mettra. Ou un rein. Si vous avez des difficultés musculaires, on mettra les cellules musculaires à neuf, on fera un mix en machine et vous aurez l'homme qui avait 3 milliards dans vos bras. Tout est ouvert. Est-ce que vous croyez que ce système-là est prêt ? Voilà. Alors vous avez les préfets de santé, vous avez les ARS et tout ça. Je crois que j'ai rien oublié sur ce schéma, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais ce système-là ne sera jamais prêt. Ce système-là a pour but de vous piquer votre argent, pas de vous permettre d'être en bonne santé. Voilà. Alors ça, c'est le système libéral. C'est plus simple. Ça s'appelle le colloque singulier. Il y a un soignant, un soigné, les deux personnes discutent et échangent un service, et personne n'intervient. Vous voyez qu'il n'y a pas d'assureur au milieu. Il n'y a pas de sécu au milieu, il n'y a pas d'État au milieu. Alors le secret médical est bien gardé, puisque, à part les deux, personne ne le sait. Le secret médical ne va pas se perdre dans des sociétés d'assurance ou dans des groupes de travail ou dans des bureaux d'études, comme le permet la loi maintenant. Donc, le secret médical est gardé, l'échange de services, et puis c'est vite fait. Le médecin, si c'est un problème de cardiologique ou n'importe quoi, le médecin prévient et ça marche et ça part. Ça s'appelle le colloque singulier. Ça, je l'ai emprunté au contribuable associé. Voici la retraite par répartition. Ce pauvre petit gosse, il compte ses sous parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il aura à sa retraite. Il dit, pourvu qu'on me laisse piller mon fils et mon arrière-petit-fils, parce que mon papa et ma maman, ils m'ont déjà pillé tout, il ne me reste rien. Voilà. Donc, la retraite par répartition, un petit gosse tout jeune qui ne sait pas, il ne sait pas du tout qu'est-ce que sera sa retraite. Le gosse a grandi, et il a fait la retraite par capitalisation. La capitalisation, les intérêts se cumulent, et donc le petit gosse, mais voilà, il compte ses sous, mais il a beaucoup de sous, donc il n'aura pas de soucis, ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour ses parents, ni pour ses grands-parents, ni pour qui il veut. Voilà. Donc, la spoliation légale est une catastrophe, mais c'est une catastrophe sociale qui va bien au-delà du faible montant des retraites versées ou qui va bien au-delà du peu de soins pris en charge. Et il existe une défiance vis-à-vis de la médecine qui a été induite, c'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance aux vaccins, les gens n'ont plus confiance aux soins médicaux, et résultat, les gens ne se vaccinent plus, on ne fait plus attention à soi, et les maladies qui auraient dû disparaître remontent comme la rougeole. La spoliation légale, ce sont donc des conflits exacerbés, je vous en ai parlé, et une collectivité sans espoir ni idéal, parce que nous nous retrouvons dans une société matérialiste, et le matérialisme auquel nous sommes confrontés, c'est le matérialisme socialiste, c'est-à-dire que on se contente de gérer un problème ou d'essayer de gérer un problème de manière matérielle. Je prends des subventions, je verse des subventions, je prends des cotisations, je verse des remboursements, etc., etc. Tout cela, ça alimente ce que Hobbes a appelé la guerre de tous contre tous, mais pendant ce qu'il disait lui. La guerre de tous contre tous, c'est pour obtenir la plus grosse part de spoliation légale. C'est ce que disait Frédéric Bastiat. Pour faire simple, il disait « L'État, c'est cette grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. » Là, la spoliation légale, c'est tout le monde qui s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Cela dit, vous avez une société matérielle et c'est une société qui n'a plus d'idéal. C'est une société qui n'a plus d'espoir et c'est une société qui ne permet pas l'épanouissement personnel ou qui ne permet pas non plus à une personne de devenir quelqu'un. La spoliation légale, vous obtenez ça. Alors à ce monsieur-là, vous allez lui expliquer qu'il faut qu'il veille sur son cholestérol, qu'il faut qu'il mange 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut qu'il fasse du sport et de l'exercice. Bonne chance. L'absence de spoliation légale, vous avez une situation qui est différente. Et regardez, j'ai choisi cette photo parce qu'il y a 3 générations dessus. Cela dit, vous avez, ce n'est pas en appauvrissant ces gens-là que vous allez enrichir celui-là. Voilà. Donc, pour éviter la catastrophe sociale, il faut mettre fin à la spoliation légale, bien évidemment.
Le libéralisme est opposé à cette société socialiste matérialiste. Il est juste, et parce qu'il est juste, il est efficace. C'est-à-dire, il est juste, il responsabilise les gens. Il retisse le tissu social, parce que chacun est responsable de lui-même et chacun a des liens particuliers avec son prochain. Chacun a on va dire, une mission à remplir dans une société, mais cette mission, il la remplit librement. Cela permet à chacun d'avoir un idéal, de trouver un destin, de poursuivre son épanouissement personnel et de donner un sens à sa vie. Ça, c'est donner un sens à sa vie, par exemple. Ça aussi, c'est donner un sens à sa vie. Les deux n'ont rien à voir, comme quoi c'est un destin très personnel. Ça aussi, c'est donner un sens à sa vie. Mais si vous avez une société qui s'enferme dans le matérialisme et où les gens ne peuvent pas s'épanouir, d'autres personnes vous donneront un sens à la vie d'autres personnes. Le projet personnel, devenir quelqu'un, ça peut être aussi ça. Merci.